Ils sont avocats, enquêteurs, proches des victimes, des suspects ou des coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Dans chaque épisode de ce podcast, nous recueillons la parole d'un témoin clé qui raconte une affaire de son point de vue. Je suis Marisa Fimei, journaliste à RTL, et dans cet épisode, je reviens sur des attentats qui ont marqué l'année 2016, les attentats de Bruxelles. Le 22 mars 2016, un peu avant 8h du matin, 2 détonations retentissent à l'aéroport de Bruxelles-Zaventem. C'est la panique. Les premières images montrent des corps au sol entourés de valises, des blessés recouverts de poussière et des voyageurs fuyant les halls où se sont fait exploser 2 terroristes. 1 heure après, une 3e bombe explose dans le métro bruxellois à la station Malbec. Dans l'après-midi, l'État islamique revendique les faits dans un communiqué. Au total, 10 personnes sont soupçonnées d'avoir participé à l'organisation de ces attaques coordonnées. Elles sont renvoyées devant la cour d'assises. Parmi elles, un homme, Salah Abdeslam, déjà impliqué dans les attentats de Paris et Saint-Denis, survenus quelques mois auparavant. En 2023, il est condamné par la justice belge pour assassinat dans un contexte terroriste, comme 5 de ses co-accusés. Mais aucune peine n'est prononcée à son encontre, compte tenu de sa condamnation à 20 ans de prison dans une affaire antérieure. Salah Abdeslam a par ailleurs été condamné à la perpétuité en France pour les attentats du 13 novembre. Au total, le 22 mars 2016, 32 personnes ont perdu la vie et 340 ont été blessées. Des victimes de 22 nationalités différentes qu'il a fallu identifier. Un travail minutieux accompli par la voix du crime de cet épisode. Elle s'appelle Patricia van der Linden. Elle travaille au DVI, le service belge Disaster Victims Identification, identification des victimes de catastrophes. Elle a écrit Donner un nom aux morts, un livre paru chez Racine Éditions. Bonjour Patricia van der Linden. Bonjour Marie. Le 22 mars 2016, dans la matinée, 2 détonations retentissent à l'aéroport de Bruxelles-Zaventem aux alentours de 8h. Vous, à ce moment-là, comment vous apprenez la nouvelle ? Je suis chez moi ce jour-là, je suis en congé. Donc j'ai une petite journée de repos et je suis occupée à m'apprêter pour aller faire les magasins. Donc c'était une journée en ville avec ma meilleure amie. Donc je suis occupée à me préparer. J'avais vu passer sur les réseaux sociaux qu'il y avait une explosion à l'aéroport de Bruxelles-Zaventem. Mais j'avais lu dans l'article qu'il y avait quelques blessés. J'ai pas fait le lien immédiatement avec un éventuel attentat. Et c'est un appel téléphonique de mon patron qui m'a informé qu'il s'était passé quelque chose de grave à l'aéroport. J'ai repris la route immédiatement pour aller dans nos locaux. Et là, la circulation était presque à l'arrêt parce que, effectivement, l'entrée vers l'aéroport était déjà fermée à cause de l'explosion. Et j'ai dû emprunter quelques voies pour pouvoir arriver jusque dans nos bureaux. Et pendant que vous êtes en route, il y a une 3e bombe qui explose dans une station de métro à Malbec. C'est au sud-est de Bruxelles. Comment vous réagissez à l'annonce de cette nouvelle explosion ? Comment vous la prenez là aussi ? Moi, je ne la prends pas immédiatement. C'est quand on arrive dans nos locaux, les locaux du DVI à Bruxelles, qu'on commence à apprendre qu'il y a eu d'autres explosions. Mais il y a des fake news qui vont commencer à rentrer, des fausses informations qui vont commencer à arriver. On nous parle de plusieurs explosions dans différents métros, dans différentes gares, qui vont être vérifiées par les collègues sur place et ce sera négatif, à l'exception évidemment du métro de Malbec. Et donc vous arrivez à votre bureau au DVI et là vous êtes briefé. Qu'est-ce que votre chef vous dit à ce moment-là ? Donc c'est toute l'équipe qui est rassemblée et quelles sont les informations que vous avez ? Le personnel commence à revenir petit à petit. Donc tout le monde a entendu qu'il s'est passé quelque chose, le rappel est en cours. Et mon patron à l'époque, on fait un petit briefing en me disant voilà, ça c'est la situation actuelle. Maintenant, il y a le métro de Malbec. Effectivement, on apprend à ce moment-là qu'il y a le métro de Malbec, il y a l'aéroport. Et lui va me demander d'aller à l'aéroport pour évaluer la situation sur place et les moyens qu'on aurait besoin en matériel et en personnel. Et c'est à partir de ce moment-là que je vais sur les lieux. On réfléchit pas, on sait qu'on a une mission, donc on part immédiatement. Je suis partie avec mon collègue Régis et on a pris la route, un peu comme tout le monde, en se demandant qu'est-ce qui se passe, d'où viennent ces explosions,
puisque c'est pas clair pour nous à ce moment-là qu'on est clairement dans un attentat. C'est l'enquête qui va déterminer que c'est un attentat. Et là, vous arrivez à l'aéroport. À quoi ressemble cet aéroport à votre arrivée? Avant l'arrivée à l'aéroport, ça c'était très très surprenant et c'était très choquant. Et c'est à partir de ce moment-là déjà qu'on s'est rendu compte qu'il s'était passé quelque chose de grave. C'est qu'on voyait des valises abandonnées sur le bord de l'autoroute. Et puis je vois toujours aujourd'hui, on est presque 10 ans plus tard, je vois toujours ce couple d'Asiatiques avec leurs valises qui regardent autour d'eux, qui sont hébétés, qui ne savent pas où ils doivent aller et qui sont sur le bord de l'autoroute ne sachant pas quoi faire. Ça, c'est la première chose que je vois. Quel sentiment vous avez quand vous voyez ça? C'est un peu de la désolation? La désolation et aussi je réagis et je me dis, mais il s'est vraiment passé quelque chose de grave pour que tous ces valises soient abandonnés. Donc, à partir de ce moment-là, on se rend compte de ce qui s'est passé. On n'est pas encore sûr que c'est un attentat. Il y a toujours cette enquête qui va devoir être déterminée, mais on sait qu'il s'est passé quelque chose de très, très grave. Et donc, pour le moment, vous devez rester à l'extérieur parce qu'il faut attendre qu'il y ait d'autres services qui fassent leur travail. Il y a les démineurs, la police scientifique qui doit examiner la scène de crime. Il y a les secours aussi qui doivent prendre en charge les blessés. Et quel souvenir vous gardez de cette attente? On est dehors, on est dans l'incertitude. La seule chose qu'on sait, c'est que très rapidement, le chef du laboratoire de police technique et scientifique va sortir et il va me dire, Pat, il faut que tu attendes dehors avec les médecins légistes parce qu'on est encore occupé à faire des prélèvements. On va fixer les lieux, on doit saisir tous les objets qui sont utiles à l'enquête et on attend sans savoir vraiment ce qu'on va devoir faire. On ne sait pas ce qu'on va voir non plus. Mais c'est déjà à ce moment-là que je vais recontacter ma direction, mon chef de service à Bruxelles pour demander du renfort puisque le chef du laboratoire de police technique et scientifique va me dire qu'on a minimum une dizaine de victimes déjà décédées. Et puis finalement, ça va être à votre tour d'entrer dans l'aéroport. À quoi ressemble ce hall, donc où il y a 2 bombes qui viennent d'exploser? Qu'est-ce qui vous marque tout de suite? C'est une zone de guerre. Il n'y a plus rien qui tient. Alors en plus de ça, c'est vraiment quelque chose qui nous touche tous parce que tout le monde va à l'aéroport de Bruxelles pour prendre son avion et en fait, on a les gicleurs, donc tout ce qui est protection incendie qui ont explosé. On a des alarmes qui sont occupées, donc les alarmes qui permettent aux valises d'aller sur les tapis. Tout a explosé, donc elles continuent à hurler. Et ce qui est vraiment marquant, et c'est quelque chose qui m'a fort marqué, c'est que je vois partout des smartphones, des iPhones, des tablettes. Et là, je me rends compte de la terreur que ces personnes ont dû vivre parce qu'en fait, ils ont abandonné les seules choses qui les relient à leur famille. Tout le monde, avant de prendre l'avion, va charger une dernière fois son smartphone, son iPhone, on travaille sur sa tablette. Mais là, je veux dire, il y en a partout. Il y en a des dizaines qui restent sur les lieux et ça, c'est vraiment marquant. Et vous ne le savez pas à ce moment-là, mais vous allez devoir rester 3 jours à travailler à l'aéroport. Votre travail à vous, c'est de réussir à retrouver l'identité des personnes qui sont décédées pour qu'on puisse en premier lieu prévenir leur famille. Et le premier jour, c'est donc le jour de l'attentat, ce 22 mars 2016. Alors vous commencez par quoi ? Alors, une fois qu'on peut rentrer dans l'aéroport, je vais suivre le responsable du laboratoire police technique et scientifique qui, lui, va me dire, ben voilà, j'ai fait plusieurs zones et il me montre dans chaque zone les personnes qui sont décédées. Il me dit, voilà, tu as la zone A, tu as la zone B. Il faut savoir qu'à l'aéroport, on a 2 bombes qui ont explosé. La troisième, ce sont les démineurs qui l'ont fait exploser, puisqu'il y avait une 3e bombe dans l'aéroport. Donc, il y a 2 endroits très distincts dans l'aéroport où il y a eu l'explosion. Donc, l'aéroport va être divisé en de nombreuses zones. On va me montrer à l'endroit où se trouvent chaque fois les victimes. Et notre rôle à nous, DVI, c'est la récupération des victimes décédées. C'est-à-dire que c'est récupérer les personnes qui sont décédées, mais pas uniquement les personnes, également tous les restes humains, puisqu'on est sur une explosion. Donc malheureusement, on a beaucoup de restes humains qui sont répartis dans l'aéroport. Et concrètement, quand vous récupérez un corps ou un reste humain, comment vous procédez ? Déjà, même s'il y a des documents d'identité sur la personne, on ne mettra pas d'office une identité sur cette personne. On va marquer M1. On va travailler d'une manière chronologique. Donc, M pour mort. Donc, ce sera M1, M2, M3, M4, M5. Et on va leur redonner leur identité par après quand il y aura eu l'autopsie et que les familles nous auront donné les informations. Et pour les restes humains ? On va les numéroter également, mais comme là, ce ne sont pas des corps, on va les numéroter avec des P pour part, pour partie. Et là, également, chronologique.
P1, partie 1, P2, P3, P4. Et au bout de 3 jours, quand je quitte au bout du 3e jour, on a récupéré 633 parties de corps. À la fin de la première journée, vous décidez de ne pas rentrer chez vous, mais de rester sur place. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça change pour vous et votre équipe ? On avait convenu déjà avec le chef du laboratoire de police technique et scientifique d'arrêter de travailler à 22 heures. Pourquoi ? Parce qu'on était déjà occupés depuis toute la matinée et on s'est rendu compte que ce travail allait durer plusieurs jours. Donc, pour préserver les équipes et pour justement permettre à tout le monde de se reposer, on a décidé à ce moment-là, on avait 3 possibilités. Soit parce qu'il y a un hôtel, donc il y avait l'hôtel qui était sur place à l'aéroport, donc on avait l'opportunité d'avoir des chambres là. Donc la première possibilité, j'avais dit à mon équipe, soit vous rentrez à la maison et vous revenez demain, mais je savais qu'il y avait des collègues à moi qui habitaient très loin, à plus de 100 km, donc c'était un peu une perte de temps. La deuxième possibilité, c'est que vous rentrez chez vous et ce sont d'autres personnes qui viennent demain, parce qu'on était en période de vacances également. Et la troisième possibilité, on reste ensemble et on continue le temps qu'il faudra. Et toute l'équipe a dit, on reste ensemble. Et l'avantage de ça, c'est que, justement, pendant 3 jours, vu qu'on arrêtait de travailler ensemble, on savait par quoi on devait commencer le lendemain. Donc, ça a beaucoup facilité et certainement créé un esprit d'équipe. Et vous étiez logé où ? On était logé au Sheraton, donc l'hôtel qui se trouve vraiment devant l'aéroport. Et on avait demandé au directeur, parce que au départ on ne savait pas, on lui avait demandé le prix des chambres et lui il nous a dit non, écoutez, vu la situation, vous pouvez utiliser les chambres. D'ailleurs, il a récupéré tous les passagers qui n'ont pas su prendre l'avion. Donc, il les a logés et logeait également là-bas, c'était l'armée, puisque vu que c'était un attentat, l'armée est arrivée pour notre sécurité sur place également. Et le fait d'être tous ensemble comme ça, vous sentez que ça vous a un peu apporté du soutien, du réconfort ? Une certaine sérénité dans le travail, parce qu'à 22 heures, on arrêtait et on faisait immédiatement un petit débriefing. Et là, on parlait de ce qu'on avait vu, on parlait de ce qu'on avait fait et on prévoyait déjà ce qu'on faisait le lendemain. Et on se donnait rendez-vous le matin à 7 heures pour déjeuner ensemble et pour de nouveau faire un briefing avant de commencer le travail. Et donc à la fin de la première journée, donc vous allez dans cet hôtel, vous dormez, vous vous réveillez le lendemain matin, et là, retour sur la scène de l'attentat, c'est le même travail qui commence ? On continue le même travail. Le premier jour, on avait récupéré tous les corps à l'exception d'un auteur, parce que le deuxième auteur, il y avait un faux plafond qui était tombé sur lui, donc on ne savait pas le récupérer. Il a fallu les pompiers pour le dégager. Donc vous vous occupez des victimes, mais aussi des auteurs. On va devoir identifier formellement les auteurs aussi. Donc ça fait partie également du travail. Et là, l'identification, c'est principalement pour pouvoir continuer l'investigation policière, l'enquête. Donc effectivement, il faut les récupérer au même titre que les victimes. Ils sont également numérotés d'une manière chronologique. Donc le premier jour, toutes les victimes ont été récupérées. Le deuxième jour, on a récupéré le dernier auteur. Et là, on a commencé les récupérations de restes humains. Est-ce qu'il y a une identification parmi toutes ces personnes et ces restes humains identifiés qui vous a particulièrement marqué ? Tout m'a marqué, ça c'est clair, mais une victime qui m'a fortement marqué, c'est une dame en fait qui n'a pas eu de chance en fait. C'est une dame qui travaillait à l'aéroport, d'ailleurs elle était encore en uniforme, et j'ai eu l'occasion de visionner la vidéo où on la voit courir et elle ne se trouve pas tout près de la bombe, mais elle va recevoir dans le dos une pièce métallique qui va sectionner une artère. Et là, la dame tombe par terre et elle va encore un peu ramper avant de décéder. Donc ça m'a vraiment marqué. Et donc, une fois que vous avez numéroté M1, M2, M3, M4, M5, comment vous donnez des noms à ces personnes ? Ça va être toute l'équipe qui est autour de moi. Donc moi, je suis la phase récupération, le poste de récupération. Une fois qu'on a récupéré les victimes, on a des collègues qui vont faire les autopsies avec les médecins légistes, l'examen post-mortem. Eux vont faire la description des victimes, mais pendant que eux sont occupés à faire ça et que nous sommes occupés à faire la récupération des victimes à l'aéroport, on a aussi nos collègues qui sont occupés à recueillir les informations ante-mortem avec les familles. Donc, la description de la personne qui a disparu, tatouage, la tenue vestimentaire, les piercings, les particularités, toutes ces informations-là qui sont rassemblées et c'est en comparant
les victimes, la description des victimes, avec ces informations-là, qu'on va redonner une identité. Mais ça, c'est vraiment un travail d'équipe. Et là, le DVI, on est plus ou moins 85 personnes à faire ce travail. Et comment vous rentrez en contact avec les familles, justement? Il y a des familles déjà qui se sont manifestées d'elles-mêmes parce qu'elles savaient que leurs proches étaient dans le métro, la majorité. Et à l'aéroport, on avait des personnes qui étaient avec un proche parce qu'ils étaient sortis de l'aéroport, fumer une cigarette, aller chercher un café. Et ils étaient dehors au moment où l'explosion a eu lieu. Au bout de ces 3 jours, vous finissez par rentrer chez vous. Et là, c'est quoi la première chose que vous faites? J'étais contente de rentrer à la maison. Déjà, pour être chez moi et de prendre ma douche et un peu... Mais bon, je te dis décompresser pas parce que c'est à ce moment-là que j'ai allumé la télé. Et que moi, en fait, j'étais à Zaventem et je savais qu'il se passait quelque chose à Malbec. Mais nous, on n'était pas en contact vraiment avec les collègues de Malbec. Donc, nous, on était focalisés sur notre travail à l'aéroport et c'est à ce moment-là que je me suis vraiment rendu compte de l'importance de cette catastrophe. Et donc, vous apprenez le bilan. On a 32 morts, 340 blessés. Comment vous réagissez? Honnêtement, au bout de 3 jours, je suis rentrée dormir. Le 4e jour, j'étais de nouveau là très tôt. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas terminé le travail. Donc, on ne réagit pas à ce moment-là. Donc, on a vraiment des victimes qui ne sont pas encore identifiées et on a tout ce travail. Donc, il n'y a pas vraiment, de réaction par rapport au nombre parce qu'on est focalisé sur les proches. Vous allez travailler en tout 11 jours d'affilée. À quoi ressemble la semaine qui suit? Le 4e jour, je vais partir dans les hôpitaux, dans les services de soins intensifs, parce que là, on a encore des personnes qui ont été hospitalisées mais qui n'ont pas pu donner leur nom et dont on ne sait pas qui c'est. Donc, il va falloir tenter de faire un examen post-mortem pour ces personnes, faire une description pour pouvoir voir justement avec les familles si ça pourrait être un de leurs proches. Il va falloir aussi faire des annonces de mauvaises nouvelles. Donc, il va falloir confirmer des décès une fois que la personne a été identifiée. Il faut annoncer aux familles. Et une grosse partie du travail qui va suivre, ce sera la restitution des objets. On va récupérer tous les objets des personnes décédées à l'aéroport et on va les nettoyer et les inventorier et faire le nécessaire pour qu'elles retournent dans les familles. Et parfois, ça vous prend plusieurs jours d'identifier des victimes. Pourquoi? Comment vous faites? Alors, il y a plusieurs possibilités, mais bon, en cas de catastrophe, quand on a des événements comme ça, on va privilégier les éléments d'identification primaire. Donc, c'est 3 choses qui sont propres à chacun d'entre nous. Ce sont nos empreintes digitales. La deuxième chose, c'est la dentition. Et la troisième chose, c'est l'ADN. Donc, on va privilégier ça. Bon, les empreintes digitales, il faut déjà que soit vous soyez connu de la police. Bon, les cartes d'identité biométriques en Belgique, on les a que depuis 2021. Donc avant ça, on n'avait pas d'empreintes digitales sur les cartes d'identité. Les empreintes digitales sur les passeports ne sont conservées que 3 mois en Belgique. Donc après, c'est détruit. Donc on n'a pas toujours possibilité d'identifier les personnes avec les empreintes. Il faut récupérer éventuellement le dossier dentaire, mais il faut déjà que la personne aille chez un dentiste. On n'a pas toujours de dossier dentaire et l'ADN où là, il va falloir faire un échantillon sur la famille ou prendre un objet appartenant à la personne qui est décédée et comparer avec la victime. Donc ça, en cas de catastrophe, c'est ce qu'on va faire en priorité. On va ajouter à ça tous les éléments qu'on aura rassemblés avec les familles, les piercings, les tatouages, les opérations, les prothèses de genoux, les pacemakers, toutes ces informations-là, on va les rassembler pour tenter d'identifier formellement la victime. On va tout comparer, les informations qu'on a constatées sur la victime, les comparer avec les informations qu'on a rassemblées chez le dentiste, chez la famille, et on va voir si on sait avoir un match. Et ça peut prendre jusqu'à 3 jours. Malheureusement, oui. Et c'est interminable pour la famille. Mais quand on a un nombre comme ça de victimes, on ne peut pas se permettre d'aller trop vite. Et parce que l'erreur d'identification à ce moment-là, elle est possible et ça, on peut pas imaginer ça. Vous allez ensuite organiser une visite de l'aéroport avec les familles de victimes pour qu'elles puissent se recueillir. Et là, la procureure va faire appel à vous. Elle vous demande de participer à la mise en place de toute la cérémonie. Qu'est-ce qu'elle vous demande exactement ? Elle va me contacter, donc je pense que c'est dans les 10 ou 15 jours maximum après l'événement. Il a fallu évidemment que tous les débris dans l'aéroport soient enlevés. Ils ont dû mettre des parois pour séparer, pour rendre l'aéroport
Pour permettre à ce que le trafic aérien reprenne, il a fallu faire des travaux à l'intérieur. Puis elle me contacte pour me dire écoute, je voudrais bien faire une visite pour les familles des victimes décédées. Il y a une demande. Donc les familles voudraient bien voir l'endroit où leurs proches sont décédés, mais on veut également faire une visite pour les victimes blessées. Et également pour le personnel de l'aéroport, parce que quelque part, ils sont aussi victimes de l'événement, même si physiquement ils ne sont pas blessés, psychologiquement ils sont blessés. Elle me dit, oui Patricia, ce serait bien pour les victimes décédées que tu montres l'endroit avec des numéros, l'endroit où les personnes décédées. Et je dis, oui, je dis, ouais, on veut faire ça, mais moi je ne vais plus mettre des numéros, c'est plus des numéros. Maintenant qu'on leur a redonné un nom, pour moi, je dis non, mais alors on réfléchit, parce que mettre un nom, prénom, pour les autres familles, c'est la vie privée. Donc, je dis finalement, on va mettre des photos. Donc, on est allé dans un magasin Ikea, acheter des cadres avec des bords noirs. Et dedans, on a mis des photocopies couleur, la photo de chaque victime. On a mis le cadre à l'endroit où la personne a été retrouvée décédée, puisque moi j'étais sur place, je savais où ils avaient été retrouvés, même si au départ c'était des numéros. Vu que les numéros sont devenus des identités, je savais l'endroit où se trouvait chaque victime. On a mis les cadres, on avait mis des petites bougies également et des fleurs. Et on a mis ça là et on a permis à ce moment-là aux proches des familles décédées, on leur a donné priorité dans l'aéroport. On a dit avec la procureure, on va d'abord laisser les familles des victimes décédées se recueillir dans l'aéroport. Après, il y aura les familles des victimes blessées et le personnel pourra également rentrer, mais d'abord privilégions les familles des victimes décédées qui ont pu se recueillir à l'endroit où se trouvaient leurs proches. Et les photos, c'est des photos que vous avez... On avait récupérées à gauche, à droite, dans les journaux, parce que évidemment, sur les réseaux sociaux, on a récupéré les photos de tout le monde et on a pu les mettre dans les cadres. Et quel souvenir vous gardez de cette visite, de cette cérémonie ? Ce que je retiens, moi, c'était qu'on a pu répondre déjà à leurs questions aussi, parce qu'il y avait beaucoup de questions, pourquoi ça a mis du temps à identifier mon proche, et on a pu expliquer avec nos mots la raison. Et puis ce qui m'a marqué aussi, c'est que à la fin des visites, en fait, il y avait plus de cadres. Ils étaient tous repartis avec les cadres. Et ça, c'est pas grand-chose pour nous. Mais moi, je me souviens bien, la dame est venue, elle était dans sa chaise roulante et c'est son fils qui est décédé là. Et on a une photo d'elle chez nous au bureau où elle a le cadre et elle le serre dans ses bras. C'est pas grand-chose pour nous, mais pour eux, ça a tellement... Et je me suis dit, là, on a fait ce qu'il fallait. Simplement un cadre avec la photo de son fils dedans. Alors, il y a eu un procès pour ces attentats de Bruxelles. L'enquête a permis de les relier aux attentats de Paris et de Saint-Denis qui ont eu lieu quelques mois auparavant. Notamment via la personne de Salah Abdeslam, qu'on retrouve dans les 2 séries d'attentats. Lui et 9 autres personnes comparaissent devant la cour d'assises de Bruxelles en 2023. Et vous êtes amené à déposer à la barre. Quel souvenir vous gardez de ce moment ? Eux, je les regarde pas. Donc, moi, la seule chose, c'est vraiment la question de la présidente. C'est la même question que vous avez posée tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous a marqué, vous, en tant que personne ? Donc la présidente, donc nous on devait en fait venir expliquer la manière comment on avait identifié les victimes, si c'était sur base des empreintes, si c'était sur base de l'ADN ou du dossier dentaire. Et avant de déposer, donc mon chef de service était là puisque c'est lui qui devait faire la présentation, moi je l'accompagnais. Elle s'adresse à lui en lui disant voilà monsieur, et comment est-ce que vous avez vécu ça quand vous êtes arrivé ? Et lui il me regarde, il me dit mais ma collègue va vous répondre parce que moi je n'y étais pas, donc on me donne la parole. Donc là, la présidente, elle me dit, Madame Van der Linden, je ne veux pas vos informations de policier. Vous, en tant que personne, comment avez-vous ressenti ? Quand vous êtes rentré dans cet aéroport, qu'est-ce que vous avez ressenti ? Et là, j'ai reparlé des portables. Tous ces portables qui avaient été abandonnés. Et là, je me suis dirigée vers les jurés. Je les ai regardés et je dis, voilà, j'ai fait la même explication que je vous ai fait en disant... Ce qui m'a marqué, c'est le nombre de smartphones, d'iPhones abandonnés, parce que c'est la seule chose qui les reliait à leur famille, et que je me suis rendu compte à ce moment-là de la terreur qu'ils avaient vécue. Et c'est la première fois que vous étiez confronté à des attentats. Comment le travail que vous avez accompli pendant toute cette semaine, cette dizaine de jours même, vous a marqué vous en tant que personne ? Parce que c'est votre métier, mais là c'était une première.
Des attentats en Belgique, on en a déjà eu, mais pas de cette dimension-là, puisque à l'époque, on a eu les CCC, on a eu des petits attentats. De cette dimension, pas. Maintenant, c'est vrai que dès qu'il y a quelque chose qui se passe en Belgique, on a toujours ce petit signal d'alarme, cette petite lumière rouge qui s'allume et de se dire est-ce qu'on est face à un attentat ou est-ce que c'est simplement quand il y a une explosion quelque part, on pense immédiatement attentat. Donc, on est beaucoup plus méfiant qu'avant. Ça ne change pas notre manière de travailler. On va toujours travailler de la même manière. Et on imagine qu'être en contact permanent comme ça avec des événements atroces, ça peut être violent. Vous êtes accompagné psychologiquement dans votre travail ? Alors, au sein de la police fédérale belge, on a un service avec des psychologues qui s'appelle le Stress Team et qui sont disponibles quand on a besoin. Maintenant, si on reprend les attentats, ce qu'on a fait également, nous, toutes les personnes de notre service d'EVI qui ont travaillé dans ce dossier, on a fait un débriefing opérationnel et émotionnel. Donc, on a prévu une journée, on a réuni toutes les personnes qui ont travaillé sur les attentats, que ce soit Malbec ou l'aéroport, et on les a invités à Bruxelles et on leur a dit, voilà, pourquoi je dis on les a invités à Bruxelles? Tout simplement parce que tous ces collègues, ils sont répartis dans toute la Belgique, le nord et le sud, et ils viennent nous renforcer quand on a besoin. Donc, on a réuni tous les collègues qui avaient travaillé pour les attentats. En matinée, on a fait un débriefing opérationnel, c'est-à-dire qu'on a passé en revue quelles leçons devons-nous tirer, qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a moins bien été, comment on doit gérer pour le futur. Et l'après-midi, on a fait un débriefing émotionnel avec le Stress Team de la police fédérale, où là, on a invité tous les collègues à ventiler, à sortir ce qu'ils avaient sur le cœur. Et c'est pas qu'on dit tiens, voilà, le premier, le deuxième, vous devez parler. On laisse le choix aux personnes de parler. Au début, on a toujours un peu le côté macho parce qu'on a beaucoup d'hommes chez nous. Ils disent pas grand-chose, mais dès qu'il y en a un qui parle, après les autres ont complété et finalement, toute l'après-midi, les personnes ont pu ventiler à ce moment-là. Et vous disiez que justement, pendant que vous faites votre travail, en fait, vous êtes concentré sur votre travail et ce qu'il faut faire. À quel moment la réalité vous a frappé de nouveau ? Moi, quand j'ai terminé et que je suis rentrée chez moi et que j'ai repris ma vie normale à ce moment-là, oui. Mais nous, on n'a pas... Ce qu'il y a, c'est que nous, on n'a pas le temps de s'inquiéter. Je veux dire, on a le boulot. Enfin, il faut savoir aussi que j'ai travaillé 11 jours, puis j'ai pris un jour de repos pour un peu récupérer. Et puis, on n'a pas terminé de travailler parce que ces attentats, il y a encore du travail qui va suivre après parce qu'il faut faire des procès-verbaux, il faut rédiger. Donc, on a encore toute cette partie de travail à faire. Vous avez écrit ce livre, Donner un nom aux morts. Qu'est-ce qui vous a donné envie de raconter votre quotidien, de le coucher sur papier ? Mon service fête ses 40 ans cette année et moi, je fête mes 20 ans dans ce service. Moi, je suis rentrée il y a 33 ans à la police, à la gendarmerie. Et je donne cours dans les académies de police, je donne cours aux magistrats et souvent, quand je donne cours, je donne des anecdotes, des dossiers que j'ai vécus et je les raconte. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais envie de partager ces histoires. Alors, il y a dans mon livre, effectivement, il y a toute une partie historique parce que justement, comme on fête nos 40 ans, on a écrit avec Nicolas, le journaliste, une partie historique et après, j'ai commencé à parler de mes histoires parce que ces histoires, c'est redonner une place aux victimes et à leurs proches. Parce que quand vous entendez chez vous la même chose, vous avez les attentats et finalement, qui sont ces victimes ? Quand on entend le journal, 14 victimes chez nous aussi, explosion d'un immeuble, 14 victimes. Et qui sont ces victimes ? Il n'y a personne qui s'y intéresse et je voulais leur redonner leur place également, mais également aux proches. Et je voulais aussi que la population sache que derrière notre travail d'identification, il n'y a pas que ça. Il y a tout le suivi des familles et surtout faire ressortir le côté humain de notre travail. Merci d'avoir écouté Les Voix du crime avec Patricia van der Linden qui a identifié les victimes des attentats de Bruxelles. Merci à Maïwen Le Corollaire Richard pour la préparation de cet épisode, à Jonathan Griveau pour la prise de son et à Étienne Villan pour la réalisation. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents sur rtl.fr, l'application RTL et toutes nos plateformes partenaires. À très bientôt.